juste une petite intro du coup sur le Partech Shaker, qui est du coup le campus pour les entrepreneurs monté par Partech, dont je m'occupe. Donc moi, je suis managing director de ce lieu pour Partech et je m'occupe aussi du support au portefeuille, donc au support des 180 startups en portefeuille de Partech, du fond. Ce campus d'innovation, il est situé 33 rue du Mail dans le 2e. On l'a ouvert il y a 6 ans. Et donc, aujourd'hui, on y faisait beaucoup d'événements. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus compliqué. On accueille toujours beaucoup de startups. Donc, on a toujours une vingtaine de résidents, à peu près 200 personnes, des startups financées par Partech et d'autres. Donc, surtout, si vous cherchez des locaux, on a encore quelques espaces disponibles. N'hésitez pas à aller sur le site du Partech Shaker. Vous le trouvez sur Internet. Et puis, à nous demander un devis ou à nous envoyer un petit mail. Qu'est-ce que je peux vous dire encore donc, sur le lieu, ça, c'est un petit peu une descriptif avec quelques alumni qui sont passés par là. On a Pinterest aussi qui était dans les locaux. On a eu pas mal de belles boîtes. On a eu mail.com. Voilà. Très bien aussi pour des startups qui veulent, on dit soft landing en France, parce qu'on est quand même un fonds international et donc ce campus est ouvert pour les startups du monde entier et on les accompagne sur leur soft landing en France. Voilà, et puis donc ça, c'est quelques espaces des bureaux et notamment le Partech Loft qui est au 8e étage. 150 mètres carrés de salle de réunion, une zone de pitch. Pareil, un espace alloué. Voilà, je vous propose de comment... Ouais, vas-y. Un petit détail aussi, c'est que depuis cet été, il y a Oui. quand même eu un magnifique travail de rénovation qui a été fait et qui vraiment, le lieu a quand même vraiment changé, je pense, d'identité. Et vraiment, je ne sais pas si les participants au webinaire ont eu la chance de passer devant, mais il y a quand même eu un vrai travail sur la rénovation qui a été faite. Donc, l'espace est vraiment comme neuf, quoi. Merci de le souligner, Lucas, c'est hyper sympa. En effet, il y a eu un gros travail, 3 mois de travaux, et puis les équipes du fonds ont aussi rejoint les espaces. Donc, on a vraiment upgradé l'ensemble du bâtiment et le digitalisé aussi. Donc, tout est digital, booker les salles de réunion, etc. Donc, c'est devenu assez sympa. Peut-être, du coup, pour commencer un petit tour de table, avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas envie de dire honneur aux dames, mais je le dis quand même. Émilie, je te laisse te présenter du coup à notre panel. Eh bien, je te remercie. Comme quoi, ça a quelques avantages d'être une femme dans le business. Des fois, on passe en premier sur certains sujets. On va en discuter après. Voilà. Je suis Amélie Daversin, je suis cofondatrice de VO2 Group, qui est une société de conseil en nouvelles technologies. Salut Étienne. Centrée sur l'expérience client. Et donc, ça fait 10 ans qu'on existe. J'ai lancé ça avec mon mari. Puis très rapidement, on a eu plusieurs associés sur différentes offres. Donc sur le développement web et mobile, sur la data. On a une verticale finance aussi. On a là très récemment lancé une filiale sur le conseil en expérience digitale, mais vraiment du conseil pur. Donc, je suis très contente parce qu'on faisait beaucoup de réalisations avant et du projet, mais voilà, là on est vraiment remonté sur une typologie de clients différentes et donc je suis très contente. Et voilà, c'est une aventure qui a été complètement autofinancée. On est complètement indépendant. On a aujourd'hui 300 consultants et puis de très, très beaux clients, voilà, CAC 40, beaucoup de clients dans le luxe, mais aussi donc dans l'immobilier, dans la banque. Voilà, on a vraiment, je pense, là... Quasiment, on n'a pas tout le CAC 40, mais voilà, on a quand même de belles références et puis aussi des startups, des scale-up, des miracles. Voilà, on en a quelques-unes et on est très fiers de ce parcours indépendant et en même temps à côté, j'ai investi dans plusieurs projets. J'avais lancé le mien aussi, Feminalink, qui était un LinkedIn au féminin en 2016. Donc, j'ai vécu aussi l'expérience de la start-up tech avec l'appli mobile complète à financer, etc. Et le passage, obligé ou non, par le financement. Donc, j'ai fait le choix de ne pas le faire, de financer moi-même ce projet-là. Ça a été
un énorme investissement. Et puis finalement, j'ai arrêté quasiment presque 2 ans après. Donc après avoir lancé, j'étais enceinte et du coup, l'histoire s'est arrêtée à ce moment-là et elle reprend voilà, avec un super réseau de femmes là aujourd'hui depuis quelques mois. Donc, j'ai aussi investi dans une ou deux startups. Voilà, j'ai une vision assez complète et des avis assez tranchés sur le sujet, mais je ne suis pas professionnelle de la levée de fonds. Voilà. Merci beaucoup pour cette intro très complète. Et donc, avec Émilie, on se connaît en effet depuis plusieurs années, puisque moi, j'avais suivi l'aventure Femina Link. Et ensuite, on a investi en tant que BA dans une société ensemble. Donc, on se connaît aussi sur ce point-là. Lucas, donc, avec qui je travaille chez Partech, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour à tous. Très rapidement, donc, moi je suis Lucas Liabeuf, je travaille chez Partech depuis 3 ans sur la partie amorçage. Et donc, en partie avec Sarah aussi, j'ai la chance de travailler avec Sarah chez Partech également. Donc, comme je vous le disais, ça fait 3 ans que j'ai rejoint Partech vraiment sur la partie amorçage. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Partech, en fait, on est un fonds donc basé à Paris, mais avec des bureaux assez internationaux. Donc, on est présent en Europe, aux États-Unis et en Afrique. On investit en seed, série A, série B via 3 fonds différents. Donc, moi, disons que moi, je me focalise vraiment beaucoup plus sur la partie amorçage et seed, qui sont donc les tickets entre 250K et 1,5 million. Quelques exemples de boîtes qu'on a financées via le fonds, donc des boîtes comme Alan, dont on était parmi les premiers investisseurs. On a également fait Ornicar, je pense également à Cubine, plus récemment des boîtes que vous connaissez peut-être, Joko. Donc voilà, et moi j'ai le privilège donc, de travailler plus précisément avec des boîtes comme Sorare, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le leader aujourd'hui du crypto collectible dans le football. Des boîtes comme Hubble, qui sont également passées par le Partech Shaker et qui sont notamment un des leaders sur le marché du KYC. Et plus récemment, également une autre boîte qui s'appelle Maze. On pourra justement revenir sur le sujet, mais on était un des premiers investisseurs sur un tour de Précide et donc qu'on accompagne également. Et oui, et alors pour revenir un peu sur ce que disait Émilie, moi le sujet BA également très intéressant, je pense, côté VC. Nous, en fait, on co-investit énormément en seed avec des business angels, d'autres fonds, parfois même des réseaux d'accélérateurs, etc. Donc, très pertinent de parler aujourd'hui du sujet levée de fonds, business angel, pre-seed, seed. Et donc, très heureux d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, Lucas, pour cette intro. François, Ouais. Du coup, je te laisse. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis chez Angel Square. Pour la faire courte, Angel Square, c'est une boîte qui est jeune, qui est elle-même une start-up. En fait. Pour le coup, c'est une start-up qui est autofinancée. C'est intéressant. Nous, ce qu'on essaye de faire, et depuis le départ, on a structuré un réseau d'investisseurs qui sont des investisseurs professionnels, voire quasi professionnels. Angel, majoritairement. Coupé, François. Nous, on vient de là et c'est avec eux qu'on a fait le plus d'opérations. Et par la suite, d'autres typologies d'investisseurs, on a family office, des fonds. François, ça coupe. Un panel de... François, ça coupe. Ton micro, la connexion coupe. Est-ce que tu peux te mettre peut-être en partage de 4G? Et pareil, tu es un peu bas, du coup, on ne voit pas ton visage. Ouais, je vais me mettre sur mon ordi. Je vais voir. Ouais, même sans la vidéo, c'est pas très grave. Et ok, je vous laisse attaquer. Je me présenterai rapidement. Ouais, ça marche. Je vais aller sur la première question et peut-être la question du coup pour parler un petit peu de la période qui est quand même super particulière. Et avant de poser des questions beaucoup plus classiques sur la levée de fonds, et on va en parler, les objectifs, le timing et tout, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la période qu'on est en train de vivre et est-ce qu'elle est propice finalement aux entrepreneurs? Est-ce qu'elle est propice aux levées de fonds? Est-ce que le deal flow est toujours aussi fort qu'avant? Et est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile de lever des fonds?
Et je veux bien votre avis là-dessus. Peut-être commencer par Lucas. Est-ce que tu vois toujours autant de startups en seed? Ouais, non, non, c'est une super question. Je pense que, en fait, avant même d'y répondre, peut-être vous donner un peu le ressenti de notre côté quand en fait, on a commencé à voir le confinement arriver et le début un peu du chaos en mars. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que nous, on était quand même un petit peu inquiets sur voilà, le volume de boîtes qu'on allait potentiellement voir en site, qui allait potentiellement diminuer, puisque voilà, la période est quand même pas particulièrement propice à monter un nouveau business. Et en fait, on a été très agréablement surpris de voir qu'on n'a pas eu en fait de baisse sur ce volume-là. Donc, on a continué à avoir énormément d'entrepreneurs qu'on était très heureux justement de voir. Et en fait, plus globalement sur le marché du fundraising aujourd'hui, moi, si je suis totalement transparent, je pense que c'est un des meilleurs moments pour lever. On pourra revenir dessus, mais je pense que le phénomène Zoom n'est pas simplement la digitalisation un peu des communications comme ça, et pas, c'est pas juste une trend un peu cool dont tout le monde parle. Nous, on commence à voir des investisseurs étrangers, et par étrangers, je parle notamment US, partout en Europe, etc., qui sont en fait capables de rentrer en contact beaucoup plus facilement avec des entrepreneurs dans l'écosystème français. Ouais. Ce qui également est super encourageant parce que ça confirme qu'on est, on est clairement, on est clairement dans un écosystème qui est en train de grandir et qui attire des tier one investors un peu partout dans le monde. Donc, c'est extrêmement intéressant. Okay. Et donc, de ce point de vue-là, nous, en ce moment, on est quand même très excités par ce qui se passe sur le marché. Et donc, je ne peux que recommander aux gens d'aller lever des fonds en ce moment. Là, je parle plus côté fonds d'investissement. Je vous avoue, côté business angel, je laisserai peut-être Émilie ou François, qui connaissent peut-être un peu mieux le sujet que moi, donner leur. En tout cas, côté VC et early stage investors, c'est booming. quelque chose qui bouge pas mal en ce moment. Le secteur de la tech aussi est fortement en croissance, puisqu'il y a des métriques qui montrent qu'on a fait, par exemple, sur l'e-commerce en 6 mois, ce qu'on a parfois fait en 6 ans sur certaines verticales. Donc, c'est aussi ça qui fait que ça amène vachement d'opportunités sur ces sujets. François, tu veux ajouter quelque chose du coup sur… Oui, bien sûr. Désolé pour la vidéo. Non, t'inquiète. Du coup, peut-être te représenter parce qu'on a… Oui, bien sûr. Donc, Angel Square, c'est un réseau d'investisseurs très aguerris sur du venture, comme je le disais. Majoritairement des business angels. Alors, le terme, on en reparlera aussi. Le terme est un peu galvaudé. Et c'est vrai que business angel, on a vite fait de parler de business angel à partir du moment où une personne physique met un peu d'argent dans une startup. Ah, là, ça a recoupé. De l'ordre de 50 000 euros. Ça a recoupé, François. Je suis désolée. Ça, c'est incroyable. T'es en partage de connexion? Peut-être que ça marchera. Souvent, ça marche mieux en partage de 4G. Ouais, pourtant. Je vais changer de salle et je reviens dans 2 secondes. Ça marche. Émilie, moi, je t'ai poussé du coup une start-up il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as d'autres que moi qui t'envoient des deals en business angel? Est-ce que tu vois ça bouger un peu de ton côté? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, avec le confinement, j'ai jamais senti autant de personnes prêtes à franchir le cap de ma boîte, pas le freelancing, hein, ma boîte, mon projet, voilà, le truc qui était dans les cartons depuis quelques temps. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du temps financé par le chômage partiel pour pouvoir se poser sur leur projet. Alors après, ça ne fait pas tout de se poser sur le projet. Les entrepreneurs sont quand même des profils particuliers. Il y a quand même un drive supplémentaire. Ce n'est pas seulement avoir une bonne idée et avoir le temps de se plonger sur un projet. Mais voilà, il y a quand même une espèce de grande dynamique. Beaucoup de déceptions aussi sur ce qu'est le business aujourd'hui, le monde de l'entreprise, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir un véritable effet. Je ne sais pas si c'est maintenant, parce qu'il faut quand même du temps pour construire un projet, construire une équipe, etc. Mais il va y avoir un effet clair et net, à mon avis, dans les prochains mois, puisque voilà, je pense qu'il y a eu une grosse déception. Le modèle actuel ne séduit plus. Et tout le monde veut monter un peu sa boîte. Donc, dans le tas, il y a forcément des gens qui vont aller à l'étape supérieure
voilà, et avoir besoin de lever des fonds, etc. En revanche, du coup, et j'anticipe peut-être un petit peu sur la suite, mais clairement, du coup, bah tiens, la question du financement arrive au moment de la création du projet. C'est peut-être presque je sais pas moi, ça fait partie de l'idée et du concept. Qu'est-ce qui est finançable? Et ça, bon. Ça, on y revient juste après. Et justement, aussi pour parler de Feminalink et de ton expérience, à quel moment il faut se poser cette question-là? Est-ce que ça doit arriver au démarrage et est-ce qu'il faut monter une boîte pour tout de suite se dire on va rechercher du financement et tout de suite avoir un PNL, ou est-ce qu'on part sur une idée, une volonté? Et ça, je vous repose la question juste après. Et juste pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, on a fait un webinar qui était super sur les HR avec pas mal de HR de start-up et de cabinets experts dans les ressources humaines. Le moral des troupes est au plus bas. Il n'a jamais été au plus bas je pense, dans l'histoire en tant que salarié dans des entreprises. Pour ceux qui mesurent la satisfaction des employés. Et donc, je pense que ça a vraiment poussé pas mal de personnes à se lancer. Tu as raison, je te rejoins tout à fait là-dessus, même si le parcours d'un entrepreneur est semé d'embûches, mais au moins, ça va peut-être emmener pas mal de gens dans l'histoire. François, est-ce qu'on a réussi à te récupérer? Alors, on va le tenter. Je suis en 4G, je suis à un autre endroit. Si vraiment ça coupe, je le ferai par téléphone. Je suis vraiment désolé. Ce que je voulais dire, c'est en termes d'activité sur nous, sur du venture, ce qu'on a vu, c'est que, alors ça s'est un peu calmé lors du premier confinement, plutôt sur des investisseurs institutionnels ou sur les vrais pros type VC, Family Office. Ce qu'on a vu, c'est que les business angels, par excellence, un business angel, ça reste un investisseur qui est opportuniste. Et quand on est dans une situation un peu de crise, il y a des opportunités et ils sont restés très actifs. Nous, on a eu énormément d'opérations qui se sont closées entre le mois de mars et le mois de juillet. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus un effet de décalage sur les opérations de levée de fonds où, en fait, je pense qu'il y a pas mal de startups qui, en termes de business, ont un petit peu moins avancé que prévu sur le S1 et vont plutôt lever courant 2021. Et ce qui est assez intéressant de voir, et je pense que ce serait intéressant d'avoir le retour aussi de Lucas là-dessus, c'est que beaucoup de boîtes qui ont levé sur le seed fin 2019, début 2020, et qui avaient prévu de lever en série A maintenant, en fait, se retrouvent à décaler de 6-8 mois. Donc là, on est sur des opérations en ce moment, et on voit beaucoup arriver, qui sont plutôt des opérations soit d'extension de leur seed, soit de pré-série A, soit de bridge, si on veut mettre un peu les pieds dans le plat. Mais en tout cas, on finance un petit peu autrement avec d'autres mécanismes qui ne sont pas forcément une levée de fonds qui se fait en 2 ou 3 mois. Alors, tu vas nous présenter rapidement, et on va partir sur les différents types d'investisseurs, donc c'est un BA. Et juste donc pour faire la synthèse, la période est booming, mais ce que je comprends, c'est que pour aller chercher du financement en ce moment, les startups préfèrent avoir quelque chose à montrer d'un peu plus costaud, notamment en termes de traction, et que la période n'a pas été propice pour tout le monde, donc repoussent un petit peu leur série A. On va en reparler avec Lucas, parce que je pense qu'il y a un autre effet, c'est que la distance et le fait de ne pas se voir, et là je voudrais vraiment avoir le point de vue plutôt côté venture, côté VC, fait qu'on a besoin de créer une confiance aussi à distance et des touch points qui sont super différents de je te vois en physique, on fait un workshop, je te suis, etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un décalage aussi dans le temps. Mais parlons déjà du côté BA. François, c'est qui les BA chez Angel Square? Par exemple, est-ce que Émilie, est-ce que moi, est-ce que d'autres gens pourraient être business angel? C'est quoi le ticket moyen qui est peut-être différent d'autres types de BA? Et qu'est-ce qu'un BA déjà? Ouais, c'est important de le préciser. Nous, on est très attachés à choisir les personnes avec lesquelles on travaille. La levée de fonds, l'investissement en venture de la part des business angels, comme tu le dis, il y a beaucoup d'acteurs différents. Le business angel, vous allez le retrouver dans des réseaux de business angels, vous allez le retrouver qui sont LPs dans des fonds d'investissement, d'autres qui investissent dans des plateformes de crowd equity. Nous, chez Angel Square, on essaye de se focaliser sur des personnes qui ont l'habitude de faire des investissements en venture, donc qui ont déjà une grille d'analyse en tant qu'investisseur qui est déjà assez fine. On est sur des tickets moyens de l'ordre de 50 000 €, sachant qu'au sein des business angels, chez nous, on différencie vraiment 2 typologies, encore une fois, d'investisseurs business angels. Vous avez des investisseurs qui sont capables d'être leaders sur un tour de table,
qui vont mettre des tickets significatifs entre 100 et parfois 500 000 euros. Ils sont capables de faire tout un tour à eux tout seuls. Et ça, ils vont le faire 1 à 3 fois par an. Et il y a une autre typologie de business angels qui sont plutôt des investisseurs suiveurs. Ils vont faire plus d'opérations dans l'année, ils vont en faire une dizaine à peu près. Ça va être des tickets de l'ordre de 20 à 50 000 euros. Mais je veux dire, ce n'est pas des investisseurs qui sont là pour poser une valo et fixer vraiment les conditions du tour de table. Donc, quand vous êtes sur moi, mon conseil, notamment pour des entrepreneurs qui lancent leur roadshow ou qui pensent à la levée de fonds, dans un premier temps, c'est important de prendre du feedback et d'aller solliciter plutôt les investisseurs qui vont être des potentiels leaders sur votre opération. Parce qu'en fait, l'investisseur qui va mettre un ticket de 30K, c'est pas ça qui va être game changer sur votre levée. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux en termes de taille de ticket. Et après, ce qui est très important, c'est qu'un business angel, en tout cas sur du seed, quand vous allez le chercher en tant qu'entrepreneur, en fait, vous allez chercher au-delà du capital financier. Vous allez vous entourer, vous créer, c'est quasiment des late founders, en tout cas des associés qui vont vous rejoindre dans l'aventure et qui vont vous ouvrir du réseau, qui vont vous permettre de structurer la startup pour potentiellement aller lever plus d'argent dans le futur. Donc voilà, donc nous, c'est des personnes qui ont l'habitude de le faire, mais des tickets insignificatifs. Ce n'est pas des personnes qui défiscalisent 10 ou 15 000 euros à la fin de l'année, ça, ce n'est pas notre cible. Et c'est des personnes qui ont suffisamment d'expertise sectorielle pour apporter de la valeur à l'entrepreneur à partir du moment où ils sont investisseurs. Et très important, je réinsiste sur ça, sur des personnes qui ont l'habitude de faire des deals parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir au capital un investisseur qui a mis un ticket de 100, 150 000, 200 000 euros sur des conditions qui sont plutôt des conditions de private equity avec un pacte d'actionnaires qui peut être un peu agressif et qui se retrouve à bloquer la société derrière parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire et qu'il ne comprend pas les enjeux d'une Alors là, on va parler, c'est un peu plus tard, on va parler de nocivité. On y reviendra après. Juste parce qu'on n'a toujours pas eu l'intro sur Angel Square. Oui, et pour finir, ouais. Donc nous, donc ce réseau-là, vous l'avez compris, réseau qualifié d'investisseurs. Nous, on accompagne les entrepreneurs sur la levée de fonds, c'est-à-dire qu'on essaye de leur donner le maximum de conseils en amont pour structurer le deal. Structurer une opération, c'est avoir le bon montant à aller rechercher, avoir une valeur qui est cohérente, avoir une stratégie de levée qui est timée dans le temps. Derrière, on cible les investisseurs et avoir une documentation aussi qui est… Mais tu cibles que des investisseurs BA ou tu cibles aussi des VC? Tout dépend en fait de la levée qu'on vise. C'est sûr que sur une opération de cible de 500 000 euros, je vais pas aller chercher des gros VC. En revanche, on a des investisseurs peut-être plus family office qui vont être intéressants sur du seed et qui peuvent aussi investir sur de la série A. Donc nous, ça c'est notre expertise. On développe de la tech en interne depuis le départ qui nous permet de remonter de la donnée sur les investisseurs avec lesquels on travaille. Donc moi, j'ai de la donnée sur des centaines et des centaines d'investisseurs. Je sais dans quoi ils investissent, à quel stade de développement ils le font, avec qui ils co-investissent. Moi, je connais tous les co-investisseurs, enfin tous les business angels qui ont mis des tickets avec Partech depuis 3 ans. Et ça me permet, si jamais demain Partech met un ticket dans une boîte, je peux aller voir des investisseurs en leur disant voilà, Partech investit sur ce tour-là, vous avez déjà co-investi ensemble, ça pourrait peut-être intéressant de vous discuter. Pour les entrepreneurs qui sont autour de la table, quand ils viennent voir Angel Square, vous êtes financé, vous êtes rémunéré comment en fait? Vous êtes rémunéré sur un pourcentage de la levée? C'est ça, c'est un business model, on va dire classique d'intermédiaire. Nous, on ne prend pas de capital dans les sociétés sur cette activité-là. Ça, c'est l'activité d'intermédiation. On le fait aussi sur de la série A parce qu'aujourd'hui, intermédiaire du seed et intermédiaire de la série A, ça reste relativement proche. Ce qu'on fait depuis quelques mois, c'est une activité vraiment de pur investissement. On le fait via 2 verticales. On a des clubs d'investissement. C'est un mécanisme que vous pouvez retrouver qui est assez répandu, notamment aux US avec AngelList. En fait, des investisseurs ont créé leur petit écosystème de co-investisseurs et ont l'habitude de faire des opérations. Donc, nous, on laisse la possibilité aux investisseurs de pouvoir le faire au sein de notre communauté. On fournit les outils digitaux qui permettent d'intermédier le deal making sur la levée. Donc, ça, c'est les clubs. Et il y en a une dizaine qui sont ouverts aujourd'hui. On en ouvre à peu près 1 par mois. Mais c'est plus ou moins verticalisé parce qu'on a des leaders de clubs qui sont très orientés sur de la food, par exemple, d'autres qui sont très orientés sur du marketing. On en a un qui est très orienté sur le sport. Donc, voilà, on est capable de donner à manger un peu à tout le monde. Et la dernière chose, c'est qu'on est nous-mêmes investisseurs sur certaines boîtes. On le fait comme un business angel parce qu'on n'a pas levé de fonds pour le faire. Donc, on le fait sur fonds propres. Nous, on a une ADN, on est très early stage. Donc, on n'a pas peur de rentrer sur
sur des startups qui sont très, très jeunes, sur des tickets, encore une fois, de business angel, c'est-à-dire qu'on a des tickets de l'ordre de 50 000 euros. Mais on n'a pas de problème à rentrer sur des pré-seed de 200 000 euros. On est en train de le faire en ce moment et on l'a déjà fait. Donc, vous avez vous-même un fonds, c'est ça, Angel Square? Ouais. D'accord. Ouais, exactement. Enfin, difficile de parler de fonds parce qu'on n'a pas de fonds sous gestion et on n'a pas levé pour ça. Mais l'ambition, c'est de créer, de continuer à créer un portefeuille d'investisseurs, enfin de startups qu'on a envie d'accompagner. Et généralement, comme un business angel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des opérations avec n'importe qui. On aime bien rentrer au capital avec des investisseurs qu'on connaît déjà, avec lesquels on a déjà fait des opérations pour le passé, parce que ça marche aussi beaucoup comme ça. Ok, je vais poser la question à Lucas, du coup, sur l'objectif pour un fonds de rentrer au capital d'une start-up. Et ensuite, je poserai la question à Émilie, puisque tu as parlé un petit peu, François, de smart money aussi, etc. Et qu'est-ce qu'un BA peut amener au-delà du capital? Et aussi, quels objectifs ont certains BA? Est-ce que c'est qu'un retour sur investissement? Mais déjà, je veux le point de vue de l'investisseur et du fonds. Quand vous mettez un ticket, enfin, quand on met un ticket par tech dans une start-up, c'est pour que la start-up aille où très précisément? Et là, et du coup, parle-nous de quelle typologie de start-up par tech finance? C'est une super question. Déjà, juste avant d'y répondre, je pense que le premier point à avoir en tête, c'est donc aujourd'hui, nous, sur la partie seed, on a annoncé notre troisième fonds en mai-juin, il me semble. Et donc, c'est un fonds d'investissement seed avec en gros une capacité totale de 100 millions à investir donc, en Europe, aux États-Unis principalement. Donc 100 millions, sachant que la stratégie pour un fonds d'investissement, elle est effectivement de faire x2, x3, enfin fois le maximum finalement. Mais pour nous, en fait, le déploiement d'un fonds, il fait sens que si derrière, en fait, on arrive à doubler, tripler la valeur de ce fonds-là. Et c'est d'ailleurs, si on regarde un peu les modèles, les grands fonds comme Sequoia, etc., aux États-Unis, et je pense que les IPO aujourd'hui de DoorDash et Airbnb le montrent, c'est qu'en fait, nous, notre stratégie en seed, elle est simple, c'est de rentrer avec des petits tickets en étant le premier investisseur dans une boîte qui a le potentiel, et par potentiel, j'entends équipe, marché et positionnement, pour en fait devenir ce qu'on appelle, c'est vulgairement une licorne, mais qui en fait a vocation à aller chercher et titiller un peu les valorisations de 1 milliard plus, quoi. Le modèle est fait pour que on est évidemment prêt à ce que toutes ces boîtes n'y arrivent pas forcément, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément simple. Et toutes Sous ces combien boîtes... de temps on attend ce 1 milliard en fonds? Pardon? Sous combien de temps on attend ce Ouais. ROI? Et c'est là où, enfin, on reviendra dessus après, mais où la stratégie est très particulière et je pense que la levée de fonds avec un VC n'est pas forcément appropriée à tout type de business. Nous, en fait, on cherche des boîtes qui atteignent cette valorisation qui au moins vont atteindre les centaines de millions, voire le milliard, sous des time frames entre 3 et 5 ans, je pense, grand maximum. Donc, c'est très agressif, ça va très vite. Comme je disais, je pense que ce n'est pas forcément une forme d'accélération qui est adaptée à tout type de business, clairement. D'accord. Donc, les objectifs, c'est bien, je vais te donner la parole, Émilie, juste après, c'est bien le retour sur investissement le plus rapide possible en tant que VC. Bien sûr, mais après, enfin, l'un va jamais sans l'autre. Nous, on a aussi, évidemment, parce qu'on est évalué côté LPs sur cette performance financière. LPs, Limited Partners, Ce sont des personnes qui investissent chez Partech, qui nous donnent un des peu corporates. pour financer la croissance des boîtes. Mais nous, l'objectif, qu'on soit très clair, hein, nous, l'objectif de l'équipe d'investissement chez Partech, elle n'est pas uniquement focalisée sur, la stratégie n'est pas uniquement focalisée sur le retour sur investissement. Nous, ce qu'on cherche, c'est à écrire des histoires. Je pense qu'on le voit plus que jamais aujourd'hui. Nous, on veut investir dans des leaders qui vont écrire des histoires et qui vont montrer qu'on peut créer des leaders européens, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans plein de secteurs différents. Et donc, on cherche aussi à écrire des histoires. On n'est pas uniquement des sharks qui sont là pour l'argent, mais on cherche à écrire des histoires qui sont liées aussi à des valorisations de boîtes, quoi.
On reviendra sur le stade d'investissement, seed, venture et growth, et des objectifs. Ce n'est pas les mêmes non plus en fonction du stade d'investissement. Et je te rejoins sur le côté histoire et je trouve que du coup, l'investissement en seed est passionnant parce que ça te laisse une certaine liberté et latitude pour envisager où va aller cette startup qui n'a pas encore trouvé son market fit demain, notamment sur des sujets de gaming ou des trucs complètement fous qu'on peut voir. On fait quand même des investissements incroyables chez Partech sur des trucs dans lesquels on n'a pas encore d'idées bien précises. Donc, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Émilie, tu voulais prendre la parole là-dessus? Oui, je voulais juste poser une question à tous les deux, du coup, parce que comme ils ont fait les présentations, on parle de quoi quand on parle de réussite et d'échec? C'est quoi les chiffres, du coup? C'est 50% de réussite. Donc là, c'est en gros pour 10 startups, si tu veux les chiffres, 300, je te dis n'importe quoi, mais par exemple, 300 startups rencontrées chez Partech sur un an, combien sont investis par Partech et combien réussissent? Non, c'est pas ça. Non, c'est sur X startups financées, combien sont rentables à un moment, et enfin, sur combien on a un retour sur investissement et combien périclitent. Lucas, du coup, peut-être si tu veux répondre, ou François, comme vous voulez. Vas-y, Lucas. Vas-y. Alors, sans rentrer dans trop de détails de chiffres, etc., parce que je pense que ce n'est pas forcément l'objectif, mais en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est sur un fonds de 100 millions, on a vocation à déployer, je pense, sur à peu près 30-40 boîtes. Le modèle est fait pour qu'environ 2 à 3 de ces boîtes, 3 étant un chiffre assez élevé, parce que ce n'est pas facile, que 2 à 3 de ces boîtes-là grossissent suffisamment vite pour retourner en fait le fonds. Donc, le reste étant des boîtes qui auront des… Et là encore, on revient à la question de dire, moi je pense que c'est une stratégie d'accélération qui est très particulière. Le reste seront des boîtes qui en fait auront une trajectoire géniale, mais qui en fait pour nous, en tant que fonds de seed et notre stratégie d'investissement qui est en fait de faire x2, x3, n'auront pas forcément la trajectoire à laquelle on s'attend. Et ce n'est pas du tout grave. Et je pense même, ce qui est très important aussi de souligner, c'est que ça n'empêchera pas les fondateurs d'avoir, en termes d'outcome financier, d'écrire une très, très belle histoire. Et ça, je pense que c'est hyper important de le souligner. C'est juste que nous, comme je vous le disais, en tant que fonds de seed, la stratégie, elle est vraiment de financer en fait, des boîtes qui ont vocation à grossir très, très vite et à devenir des boîtes. Et puis, vas-y, François. Après, on est surtout Lucas, hein, on est sur une activité où il y a énormément de risques et on sait qu'il y a de la casse. Un investisseur, nous on le voit, on essaie de traquer un maximum les investissements, notamment de nos business angels. Un investisseur aguerri, il fait des dizaines d'opérations aussi pour couvrir le risque qu'il prend sur l'intégralité de son portefeuille. Donc, toi, Lucas, sur ton fonds, tu as des réserves. Enfin, tu sais que là, j'imagine que pendant le Covid, il y a certaines boîtes, vous avez remis au cours, vous avez refinancé. Ça fait partie du jeu. Cette dimension de risque, ça aussi, c'est important d'arriver à la sentir, vous, en tant qu'entrepreneur, quand vous discutez avec un investisseur. Si l'investisseur en face de vous, il est, entre guillemets, pas prêt à perdre cette mise-là, c'est que ça va être un investisseur, à partir du moment où ça va commencer à être compliqué, qui potentiellement dans la boucle, va être un peu bloquant. Donc, il y a une power law un peu là-dessus. Un investisseur, il sait très bien qu'il a 5-6 boîtes sur 10 qui vont mourir de son portefeuille. Il y en a 2-3 qui vont être plus ou moins flat et il y en a une qui va surperformer ou 2 et qui vont permettre de rembourser toutes les mises précédentes et potentiellement de faire un gain supplémentaire. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est risqué, c'est une activité risquée et l'investisseur en face de vous doit l'avoir à l'esprit. Quelques précisions pour les participants et ceux qui ne sont pas férus d'investissement. Le métier d'un fonds d'investissement, pour revenir dessus, Lucas, et que moi j'ai aussi découvert, c'est bien sûr de trouver les meilleures startups et d'investir dedans, mais c'est aussi d'aller chercher des fonds.
et de retourner le fonds. C'est ce que tu disais, Lucas. Donc, pour juste quelques points de vocabulaire, les limited partners sont en effet les sociétés ou les fonds de fonds ou les gros corporates qui investissent dans les fonds, dans des véhicules Même des business de fonds. angels, hein, je pense que c'est très important de le préciser. Même des business angels, tu as raison. Il y a pas mal de business angels qui sont investisseurs aussi chez Partech ou des family office. Et on investit ensuite dans des startups. Et donc, l'objectif, c'est de retourner un maximum, le plus rapidement possible, cet argent à des investisseurs. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, François, tu parlais de risque. Le risque est bien plus important pour un investisseur BA ou seed que pour un investisseur late stage. Donc, quand vous allez chercher de l'argent en série A, série B, série B, série C, l'investisseur a plus de métriques pour prendre sa décision. Lucas, et donc tu vas nous reparler de ça aussi, c'est très important. L'équipe, c'est principalement là-dessus que vous investissez. Et donc, je reviens juste sur ce que tu disais sur tes boîtes. Tu investis aussi sur des histoires et tu investis sur des gens. Donc, les 10 boîtes dont tu parles, souvent, ils sont soit primo-entrepreneurs, soit pas. Et souvent, les entrepreneurs que vous voyez, même s'ils n'ont pas fait une super histoire, parce que c'était la première ou pas, vous les revoyez après. Et il y a des histoires comme ça qui sont assez chouettes, qui se racontent vraiment dans la durée et dans la relation avec un fonds qui dure en fait. Et souvent, vous les revoyez et là, il y a peut-être une potentielle. Enfin, tu peux pas, et Émilie, tu peux nous donner aussi ton feedback, tu peux pas y réussir du premier coup. Enfin, être entrepreneur, c'est aussi un métier, tu prends plein de baffes. Et souvent, c'est le deuxième coup qui est meilleur, quoi. Je sais pas si Lucas, tu es d'accord? Si, non, mais je pense qu'on a des exemples très pertinents dans le portefeuille de fondateurs. Je pense notamment à Hubble avec François Wyss, qui était l'ancien cofondateur de Timo, Databerries, pour ceux qui connaissent. Donc, non, bien sûr, effectivement, les fondateurs qui ont déjà écrit de très belles histoires, que ce soit dans la première, la deuxième ou la troisième, sont évidemment des gens qu'on regarde de très très près. Je pense également boîtes du portefeuille plus récentes qui sont au shaker en ce moment, c'est Penny Lane avec l'équipe de Price Match. Donc non, c'est clair que c'est comme dans tout, en fait, on apprend énormément d'une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc, non, c'est clairement des profils de fondateurs qu'on regarde énormément. Ouais. Tu reviendras aussi sur le sujet, je vais donner la parole à Émilie, mais tu reviendras aussi sur le sujet de la relation, vous deux avec François, la relation avec les investisseurs. C'est une relation long terme et souvent les gens ne l'ont pas forcément en tête. Donc on reviendra sur quand lever et quand aller voir des investisseurs. Est-ce que c'est 6 mois avant, bien avant? Parce que finalement, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut commencer assez tôt parce que c'est une relation de confiance sur la durée. Émilie, je voulais juste revenir vers toi. Est-ce que toi, tu recherches la même chose et tu recherches un retour financier quand tu investis dans une boîte? Première question. Deuxième question, toi, comment tu trouves aussi tes deals, si tu en fais? Ça vient de ton réseau, tu vas voir des gens comme Angel Square. Comment, là, si on a des entrepreneurs qui se lancent, ils peuvent aller voir Émilie Daversin parce qu'ils sont intéressés pour t'avoir à leur board? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que j'ai entendu sur les histoires. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'entends bien qu'une réussite, de boîte, c'est une boîte parmi X, c'est deux belles réussites pour 30-40 investissements. Je vois bien la relation long terme avec des investisseurs, je vois bien ces entrepreneurs, parce qu'on en a dans notre entourage aussi, qui ont, j'en pense notamment à un qui a créé une belle boîte qui vaut aujourd'hui 1 milliard et qui a essayé d'en recréer une. Et bon, bah voilà, malheureusement pour l'instant, il ne se passe rien. Je vois voilà, des gens qu'on suit, parce que moi, on a aussi lancé des choses avant VO2 Group avec des associés, des gens absolument pas recommandables et qui continuent d'être hyper valorisés dans l'écosystème startup. Donc moi, je m'arrache les cheveux. Bon, je ne comprends pas. Et si vous voulez, derrière, en fait, derrière ça, oui, il y a des équipes de fondateurs, il y a 1-2 fondateurs, mais derrière ça, il y a des gens, en fait. Il y a des équipes qui suivent un entrepreneur parce qu'ils veulent une expérience en start-up. Il y a des entrepreneurs qui y croient
parce qu'on leur a vendu un système dans lequel potentiellement ils peuvent aller extrêmement loin. Et je vois des gens en burn-out, je vois des équipes qui s'emmerdent, qui sont en bore-out parce que la start-up commence à couler et qu'on voit bien que ça ne marche pas, mais comme il y a eu beaucoup de financement, on peut continuer à vivre, etc. Donc en fait… Tu es en train d'aborder le sujet là de est-ce qu'il faut lever ou pas lever. Donc, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que je comprends le système tout à fait. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un système de succès, c'est un système d'échec. La base de ce marché-là, c'est un système d'échec avec 2-3 succès. Quand un entrepreneur se lance et lève des fonds, a priori, ce n'est pas pour réussir. A priori, c'est parce qu'il y a un risque qui est pris sur lui. Et quand je vois aujourd'hui, on applaudit des levées de fonds à 10 millions. Nous, notre boîte, on a levé beaucoup plus que 100 millions depuis qu'on existe, mais auprès de nos clients. Et ça n'émeut personne. C'est comme si, quand vous tombez enceinte, tout le monde s'applaudissait et vous offrez des cadeaux. Et quand le bébé naît, il n'y a plus personne à l'hôpital. Et je crois que ça, c'est une problématique fondamentale. Parce qu'il faut qu'on comprenne vos métiers, mais il faut qu'on comprenne que c'est une dynamique d'échec, de risque, et que ce n'est pas une dynamique de réussite. Et quand je parle de tous ces gens qui veulent absolument lancer des startups, ils ne se lancent pas pour aller dans une dynamique de réussite, bien à 50-60% dans le mur avec leurs équipes. Et pour certains, ils vont vivoter sur un autre modèle. Et finalement, l'argent investi par les business angels ou voilà, c'est de l'argent qui aurait pu être employé ailleurs. Et ça, je veux qu'on ait vraiment bien en tête parce que le financement aujourd'hui, c'est une histoire pour moi, c'est pas une histoire de réussite. Et quand vous dites un leader aujourd'hui qui crée des histoires, c'est ça qui est important et c'est ça qu'on regarde et vous voulez créer des histoires, c'est tout à fait normal et je le comprends. C'est ce qui donne de la valeur à la boîte parce que ça donne de la valeur à l'offre. Les clients sont plus captifs. Forcément, il y a une communication gratuite entre guillemets et un effet d'entraînement et on sait à quel point le moral des gens et l'effet d'entraînement est important pour réussir un projet. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'histoires qui n'iront pas loin et que beaucoup de gens se racontent des histoires et racontent des histoires au marché. Et donc, j'entends par exemple des gens… Après, Lucas l'a un peu dit aussi quand il dit il y a beaucoup d'échecs. Tu vois, sur 10 boîtes, il y en a 2 ou 3 Oui, qui… mais du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une histoire d'échec et ce n'est pas une histoire de réussite. Ouais, mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, j'entends énormément d'entrepreneurs qui veulent changer la donne, même au niveau du management, du traitement des équipes, etc. Ils sont 3, 4, 5, ils donnent des leçons à tout le monde, mais leur histoire, c'est profondément une histoire d'échec, c'est-à-dire demain, on ne sait pas s'ils sont là. Et donc, ça devrait être une histoire d'humilité, ça devrait être une histoire de responsabilité, mais pas une histoire de liberté et de réussite à tout prix. Alors, c'est aussi transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent, parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des équipes et peut-être une histoire qui va être compliquée et longue. Et pour faire rêver, il faut vraiment en avoir sous le pied, quoi. François, tu veux intervenir? Oui, alors 2 choses. Première chose, je voulais juste rebondir sur ce que disait Lucas sur les investisseurs. Vous, en tant qu'entrepreneur, enfin, un investisseur, quand il décide de faire un deal, il fait une due diligence sur les fondateurs, sur le marché, sur le produit. Vous, en tant qu'entrepreneur, si jamais vous voulez avancer avec un investisseur, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment faites votre due diligence sur l'investisseur. C'est ce que disait Émilie, il y a des investisseurs qui sont pas cohérents, qui sont pas sérieux, qui font n'importe quoi, et ça existe. Donc, il faut être vigilant avec ça. Et si un investisseur a déjà investi dans des boîtes, le meilleur conseil, c'est d'aller voir des fondateurs de startups qui ont cet investisseur-là au capital et de savoir un peu comment lui, il gère sa relation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que disait Émilie, oui, alors, il y a cette dimension d'échec. Après, il faudrait demander notamment à Lucas, sur des boîtes dans lesquelles Partech a investi en série A et série B, des fondateurs se sont plantés, ça c'est clair, sur les 10, 15, 20 dernières années. Je ne suis pas sûr que 100% de ces boîtes qui se sont plantées, les fondateurs considèrent que c'était un échec. Nous, on a beaucoup d'investisseurs qui sont d'anciens entrepreneurs qui ont créé des boîtes, qui en ont réussi certaines, qui en ont planté d'autres. Je ne considère pas forcément que ce soit vraiment des échecs. Et on a beaucoup parlé de… Je suis contente, mais on parle des équipes et de l'argent investi ailleurs. C'est dans ce sens-là, en fait. Encore une fois, c'est le chemin, quoi.
Après, on a beaucoup parlé d'aspect financier et de la levée de fonds. Oui, vous levez de l'argent, c'est pour avoir du cash. Je reviens sur le fait d'être accompagné et de s'entourer des bonnes personnes. Qui vaut plus que combien, clairement, et je pense notamment sur le seed. Aujourd'hui, avoir un investisseur qui vient de votre réseau, qui a déjà créé une boîte un peu dans le même secteur, qui s'est lancé à l'international et qui rentre au capital, en fait, qui mettent 10 000, 20 000 ou qui mettent 100 000 euros, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, vraiment, attachez beaucoup d'importance, tout comme vous avez Partech au capital, ce n'est pas la même chose que… forcément, vous optimisez vos chances de réussite et vous déployez un réseau de dingue et vous faites rentrer de l'expertise au sein de votre boîte. Il faut vraiment dissocier l'argent de la compétence. Donc, après, je pense que Émilie, toi, tu as autofinancé ta boîte, elle marche super bien, c'est super. Je pense qu'au-delà, si tu réfléchis, c'est intéressant d'avoir ton retour. C'est comment toi, au départ, tu t'es entouré, avec quelles personnes, tes associés, des advisors, qui ne sont pas forcément des personnes qui ont mis de l'argent dans la boîte, mais que moi, je considère comme étant des personnes quasiment comme des business angels, quoi. Donc, c'est comment tu t'entoures quand tu te lances. Oui. Y a deux choses. Quand j'ai monté ma start-up, déjà, je l'ai fait sur fonds propres. C'est-à-dire que j'avais l'argent pour le faire. Ça veut dire que j'ai travaillé pour ça, j'ai mis de côté, etc. Aujourd'hui, ce que j'observe et ce qui me choque un petit peu, c'est ce truc de se dire, c'est bon, finalement, tout mon temps de réflexion, il est financé par le chômage. Et puis, finalement, ma croissance, en tout cas, le début va pouvoir être financé à l'extérieur. Moi, voilà, ça n'a jamais été ma façon de fonctionner. Je n'ai jamais voulu demander quoi que ce soit. Et à chaque fois que je me suis rapprochée de fonds, j'ai senti qu'il y avait une volonté de m'expliquer, me faire comprendre et tout. Je suis une créative et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs créatifs qui rentrent dans des faux selfs pour réussir à lancer leur boîte et éventuellement se faire investir. Et puis, ça finit très mal derrière parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes et ils n'arrivent pas à se révéler en tant qu'entrepreneur à succès parce que finalement, ils doivent rendre des comptes, etc. Donc, j'ai toujours refusé ça. Et ensuite, on a décidé, nous, chez VO2, alors ça, c'est une autre décision et je veux en parler aussi, c'est important pour moi, on a décidé de ne pas accélérer comme des malades. C'est-à-dire que, bien sûr, on est sur un marché, les nouvelles technologies aujourd'hui, le conseil en nouvelles technologies, c'est un marché qui a le vent en poupe. On fait beaucoup d'innovations, voilà, avec des clients qui en ont besoin. Il n'y a pas toujours des solutions logicielles et des startups pour régler tous les problèmes de l'entreprise. Pas encore. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on passe de 300 à 1000 en quelques années, on change d'histoire et on accélère. Et donc ça, c'est la vraie question. Ou est-ce qu'on garde la confiance de nos associés, de nos collaborateurs, etc. On ne met pas tout le monde sous pression. On laisse aussi finalement leur part de voix à des associés qui sont là depuis le début et qui viennent offrir non pas du capital, mais du savoir-faire, qui sont opérationnels. Et à ce moment-là, on fait un autre chemin qui est tout aussi intéressant et une croissance à notre vitesse. Et les atouts de ça, c'est qu'effectivement, on s'est évité de se manger, comme je pense, 50% de nos confrères il y a quelques années. On a perdu 50% de nos confrères et puis après, il y a les gros qui sont restés. Mais les gros, on le voit avec la crise, les gens sont complètement démoralisés, ils se sentent complètement pressurisés. Donc finalement, c'est une histoire qui n'est pas non plus très jolie. Donc il y a quand même des arbitrages à faire. La levée pour accélérer, OK, mais accélérer pourquoi? Donc dans le logiciel, voilà, dans les nouvelles technologies, c'est vrai qu'il y a cet enjeu-là, pas dans toutes les startups, pas dans toutes les histoires. J'aime beaucoup le parcours de Toco qui a attendu longtemps pour lever et on était assez proche d'eux. J'ai bien aimé ça. Voilà. Et après… Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est important que tu le soulignes. Il y a et Lucas en a parlé tout à l'heure. Il y a des startups, il y a des projets qui ont vocation à potentiellement être financés par des VC, notamment, qui sont VC compatibles, si on peut employer ce terme-là. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des startups qui vont réussir à s'autofinancer et qui réussiront à dégager du cash et ce sera super. Tout comme il y a des investisseurs, on n'en a pas trop parlé, mais même sur les business angels, il y a des investisseurs qui cherchent du x10, x20, ils veulent absolument une rentabilité de dingue. Il y en a d'autres qui sont très contents de pouvoir rentrer dans une société qui ne va pas continuer à lever des fonds derrière
et qui potentiellement, en tant qu'investisseur, on va prendre un peu de dividendes et puis on va continuer à accompagner les entrepreneurs sur la durée. Il y en a d'autres on va vraiment être proche du mentorat et ils sont très heureux d'accompagner une boîte par an, de donner vraiment du temps et de donner de l'expertise. Là, j'ai donné que des cas positifs. Il y a des cas qui sont négatifs où il y a des investisseurs qui sont là, ok, je vais rentrer parce que j'ai senti que c'était le bon moment. Il y a une crise en ce moment. Là, la valo, elle a été divisée par 3. Et je sais que si je rentre maintenant, il y a peut-être un coup à faire. Et puis, en fait, je me débrouillerai pour sortir les entrepreneurs parce que là, je suis rentré sur des conditions d'opération où je sais que je peux retourner le truc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut se préparer à la levée de fonds, il faut prendre du feedback et potentiellement, il faut être accompagné pour ça. Ou en tout cas prendre des retours d'expérience de personnes qui ont déjà vécu ça. Parce que les investisseurs, même des business angels, ont tous des objectifs différents à partir du moment où ils mettent un ticket dans une boîte. Et c'est très important que vous soyez en mesure de le sentir à partir du premier échange que vous avez avec l'investisseur qui est en face de vous. C'est pourquoi il le fait. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de le convertir et de rentrer dans sa stratégie d'investissement. Si vous le voyez juste comme un gros paquet de pognon, ça ne va pas lui plaire. En revanche, si vous allez chercher un peu la sensibilité de pourquoi il le fait, déjà vous allez avoir un échange qui sera beaucoup plus intéressant et vous risquez de moins perdre votre temps, tout simplement. Ouais, ce que tu disais, un peu l'aspect nocivité, même de certains business angels qui peuvent demander du reporting à outrance ou s'immiscer dans la vie opérationnelle d'une boîte. Ça peut être… Ouais, exactement. Je vais donner juste l'exemple. Nous, l'investisseur qu'on déteste, c'est l'investisseur qui a un gros financier. Généralement, il bosse en banque d'affaires ou en private equity. Et en fait, il est formaté pour avoir des processus d'investisseurs de très grosses boîtes. Donc oui, il attend des reportings quasiment toutes les semaines. Il challenge beaucoup. Il veut énormément de croissance tout de suite. Et en fait, il ne comprend pas les tenants et les aboutissants d'une structure qui est très jeune et qui est en train de se constituer. Donc ça, c'est des gros warnings. D'où l'importance d'aller voir des personnes qui ont l'habitude d'être dans cette situation-là. Voilà, faut faire attention. La levée de fonds, je le répète, c'est quelque chose qui se prépare. C'est un exercice qui prend du temps. Faut pas oublier que quand vous levez des fonds, faut être bien accroché parce que 95% des gens que vous allez rencontrer vont vous dire non. Ils vont vous dire non, je ne crois pas en toi, ou alors je ne crois pas dans ton marché, je ne crois pas dans ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est beaucoup de claques, mais c'est aussi très formateur parce que quand vous discutez avec des personnes qui ont l'habitude de faire des deals, elles sont capables de mettre le doigt tout de suite sur les choses qui vont un peu moins bien. Vous faites un call avec Lucas. Lucas, au bout de 30 minutes, même moins que ça, il sera capable d'identifier quels sont les points qu'il va falloir peut-être mieux présenter ou les gros points de challenge qu'il va y avoir sur les 6-12 prochains mois. Donc, il faut être pragmatique, il faut accepter. Il y a une culture du feedback sur la levée de fonds qui est très importante. Il faut l'avoir à l'esprit. Vous ne pouvez pas, votre opération en début de roadshow sera complètement différente de votre opération en fin de roadshow et potentiellement, vous n'allez pas lever des fonds. Nous, on a des entrepreneurs, un peu comme Émilie, qui au départ se disaient pourquoi pas lever des fonds, moi j'ai envie d'accélérer. Puis en fait, se rendre compte que faire rentrer des personnes au capital à ce moment-là, c'est pas la bonne solution. On va potentiellement perdre un peu le contrôle de la société. Et puis en fait, on est capable de s'autofinancer et de faire le dos rond et de financer une belle croissance et de ne pas se diluer. Voilà. Donc François, bien préparer sa levée de fonds avec un Excel super détaillé, bien avant ça, identifier quel type d'investisseur, pourquoi, pour quel type de levée, très important. Commencer à faire son réseau très en amont, on va y revenir notamment avec ça. Et juste pour rebondir sur ce que disait Émilie et sur la fatigue des équipes et aussi un peu du manque de considération parfois des C-level et des équipes opérationnelles, notamment dans le choix de l'investisseur. Chez Partech, on a la chance d'avoir, et moi j'en fais partie, une équipe plateforme qui soutient aussi des C-level et donc d'autres expertises que juste les fondateurs qui sont plutôt en relation avec les équipes de board members. Moi, par exemple, je m'occupe de tout l'aspect recrutement et donc je suis en permanence avec les HR de ces boîtes pour les aider à mieux recruter. Tout ça, c'est des choix quand vous choisissez votre fonds. Vous choisissez aussi le réseau du fonds, le réseau du BA, qu'est-ce qu'il peut apporter et comment la suite de l'histoire peut s'inscrire ensemble. Avec Émilie, on est au bord de boîtes
Comme le disait François, on n'attend absolument pas des reportings détaillés. On s'en fout. On a aussi investi avec le cœur parce qu'il y a une histoire et parce qu'on croit en l'histoire de fondateurs. Et là, je rejoins aussi Lucas et on pense que ces gens vont changer demain. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement risqué et je pense qu'une fois que tu mets de l'argent dans une startup en seed, que tu sois BA ou fonds d'investissement, tu le sais que potentiellement cet argent peut être perdu et c'est OK. Il faut absolument se mettre ça en tête. Si vous êtes potentiel BA, c'est pas comme c'est presque comme la bourse, quoi. C'est quelque chose qui est quand même très très instable, voire bien plus risqué. Je reviens du coup sur le côté de réseau et on a encore 5-10 minutes pour parler un peu process. Après, on va prendre les questions vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Q&A parce qu'il y en a déjà beaucoup. Ouais. Juste, Lucas, François, tu as disparu, mais c'est peut-être… on t'entend encore, je pense. Quand est-ce qu'on vient te voir? À quel moment moi, je monte une boîte. Est-ce que je t'appelle, je te contacte et pour un espoir de peut-être lever. Donc, j'ai fait mon Excel de personnes à contacter, j'ai shortlisté par tech. J'ai peut-être déjà 1 ou 2 BA qui m'ont suivi sur ma première, ma Love Money, puis après mon côté précide. Là, il faut que je me renforce, il faut que j'aille lever 150, 200, 300 000 euros. Comment je fais? Quand est-ce que je prends en contact avec toi? Et quand est-ce que je peux espérer que le deal se fasse? Très bonne question. Alors, sur la prise de contact et pour rejoindre un peu ce que disaient Émilie et François sur nous, quand est-ce qu'on commence à parler en fait avec les gens et nous, on le fait finalement très très tôt, parfois même avant qu'il y ait la team, que la team soit complète. Donc parfois, j'ai déjà eu la chance, par exemple, de parler avec Xavier, le CEO de Joko, bien avant que le projet soit en fait quelque chose de concret avec un produit, etc. C'était au tout début via une intro de quelqu'un que je connais bien. Donc, en fait, je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour aller discuter à des fonds. Moi, je pense que le plus tôt, le mieux, parce que c'est un métier, il ne faut jamais oublier que c'est un métier de relation et que vous aurez beaucoup plus d'intérêt de la part des VC si vous commencez à parler très tôt en n'ayant pas forcément en ayant une idée qui se fait challenger par un fonds qui connaît peut-être, qui a peut-être des feedbacks à donner sur le marché, le positionnement, etc. Et en fait, de construire cette relation dans le temps avec le fonds pour montrer qu'en gros, en 2-3 mois, vous avez déjà sorti un produit, vous avez déjà de l'attraction commerciale et qu'en fait, voilà, ça dépote, quoi. Ça, pour moi, c'est les meilleurs moyens d'attirer l'attention d'un fonds très rapidement. Déjà, de construire une relation aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, ça, je pense que Émilie et François l'ont très bien dit, on ne choisit pas, on ne choisit pas un VC ou un BA comme ça sur un coup de tête. C'est une relation qui est très importante et qui peut avoir énormément d'impact sur le futur du business, que ce soit en termes de fundraising, que ce soit en termes d'alignement des intérêts, de challenging du business à long terme et d'alignement un peu de la vision. Donc, il faut bien choisir les personnes. Et donc, le plus tôt vous commencez à échanger avec ces acteurs-là, le plus vous allez gagner en crédibilité et le plus vous allez pouvoir vous faire une conviction sur est-ce que c'est avec ces gens-là que j'ai envie de construire, de passer les 5 prochaines années de ma vie, quoi. Donc, voilà. Et juste pour compléter, il y a un extrême, notamment, je vais prendre l'exemple d'Entrepreneur First, où en fait les entrepreneurs qui sortent d'Entrepreneur First, derrière, ils rencontrent une centaine de VC pendant 1 mois. Et c'est la guerre, ils finissent, ils sont complètement rôtis. Vous avez intérêt c'est bien de rencontrer des VC, notamment, parce qu'ils vont être capables de vous apporter un feedback qui est très précis. Ils ont l'habitude de le faire, vous êtes des professionnels, donc c'est votre job de le faire, vous le faites très bien. Construisez une relation long terme, potentiellement avec 1 ou 2, voire 3 VC. Continuez à discuter avec 7, 8, 10 VC. En fait, c'est une perte de temps. Focalisez votre temps sur les personnes avec lesquelles vous avez un très bon fit, qui continuent à vous apporter de la valeur, qui ne sont pas juste là pour faire un follow-up et vous demander vos chiffres, mais qui continuent à vous donner des conseils. C'est très important parce que ça vous permet aussi d'avoir en tête les milestones à atteindre pour être en mesure de dire « Ok, là, potentiellement, je suis un peu dans les clous de leur stratégie d'investissement. Je vais peut-être réfléchir plus sérieusement à la levée de fonds. » Mais c'est une relation, c'est du donnant-donnant, quoi. Un VC, vous discutez avec lui pour le tenir au courant de l'avancée de votre business.
Mais ce n'est pas que vous vous le tenez au courant, c'est aussi lui qui va vous faire les retours en disant « Ok, tu vois, moi, je peux te faire peut-être une intro avec tel gars ou avec tel investisseur ou avec tel LP qui est expert de ton secteur. Nous, on a vu tel market practice qui est hyper cool sur ton marché. Qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, c'est comme ça que vous nouez la relation, comme le disait Lucas. Et au moment où le deal va se faire, les discussions seront beaucoup plus saines. Parce qu'un VC, tu me diras si peut-être que vous l'avez déjà fait, mais pour moi, ça n'existe pas un VC qui fait un deal en 2 semaines ou en tout cas en moins d'1 mois avec une personne, à part quand c'est vraiment no-brainer, le truc est absolument incroyable. C'est quand même des choses qui prennent du temps. Et comme tu le disais, c'est du long terme. On dit souvent, les investisseurs, ils investissent sur l'équipe. Si on traduit un tout petit peu ça, on investit sur l'équipe aussi parce qu'on va se coltiner l'entrepreneur pendant 5 ans. Donc, tant qu'à faire, ce serait bien qu'on s'entende bien avec la personne qui est en face de nous. Émilie, dernière intervention, après je prends les questions. Vas-y. C'était une question en fait pour Lucas et François parce que justement cette relation-là, typiquement avec les VC, c'est une relation qui est une relation commerciale, voilà, purement. Alors, je pense qu'il y a des créateurs ou des gens qui sont un peu plus dans le produit ou dans le projet ou plus visionnaires qui sont capables quand même de créer cette relation, mais là, vous soulignez finalement l'importance d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est capable de gérer cette relation-là sur le long terme. Et du coup, moi, souvent, on me dit, mais est-ce qu'il faut s'associer, à quel moment, etc. Et moi, ma question, c'est d'abord, si on devait s'associer pour pouvoir entamer des relations avec l'extérieur, où est-ce qu'on trouverait un partenaire quand on est un créateur, mettons qu'on a un super produit, une super idée, mais que voilà, la relation, le réseau, c'est pas notre truc et qu'on va pas. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est, je pense, très importante, sur notamment la levée de fonds et la relation investisseur. Très important d'en discuter, je pense, de façon très transparente avec les associés, qui va être la personne qui échange avec les investisseurs et qui va prendre le lead là-dessus. Il y a beaucoup de levées de fonds qui se passent moins bien ou qui ne se passent pas parce qu'en fait, la personne qui gère la levée de fonds dans la boîte n'est pas la bonne personne. Il y a beaucoup d'ego qui rentrent en jeu. Oui. Et ça, il faut vraiment faire cet effort-là. Parfois, ce n'est pas forcément le CEO qui est la bonne personne pour le faire. Parfois, c'est peut-être une autre personne dans l'équipe. Dites-vous que les premiers échanges, c'est un peu comme un recrutement. Vous, en tant que dirigeant, des personnes qui rentrent dans votre bureau pour un recrutement, au bout de quelques minutes, vous savez à peu près s'il y a de grandes chances que cette personne-là, vous la recrutiez. Lucas, quand il fait, tu me dis si je me trompe, mais au bout de quelques minutes sur un premier call, tu sais à peu près si tu vas fermer dans les prochains jours ou si tu vas vraiment creuser le dossier. Et ça joue beaucoup sur le fit que tu as premier abord avec l'entrepreneur. Donc, voilà, il faut en parler. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise. Et c'est des choses qui se travaillent aussi et c'est d'où l'intérêt aussi de se préparer. Mais c'est un vrai sujet pour ne pas se manger des portes. Parfaite transition pour une question du public. Pour les novices des levées de fonds, est-ce que vous avez une ou deux questions smart à poser aux investisseurs pour justement distinguer ceux qui sont prêts à suivre, même lorsque ça se passe mal, ou simplement distinguer les bons partenariats? Merci. Et c'est Waiki qui pose la question. Donc, quelle question on peut poser justement pour savoir si le fonds ou le BA va suivre même quand ça se passe mal, pour trouver les bons, quoi. Moi, j'en ai deux qui ont été posées justement assez récemment et que je trouve hyper pertinentes. La première, c'est, je pense, comme dans toute boîte, les gens qui travaillent dans des fonds d'investissement sont des gens qui peuvent changer de boîte, aller travailler ailleurs, partir. Ce que ça veut dire, c'est que quand ils partent, quelqu'un d'autre reprend la relation avec le fondateur sur l'investissement dans la boîte. Donc, on travaille avec quelqu'un de différent. Et donc, une question, je pense qui est très importante à poser, mais qui est plutôt pour moi en fin de process, quand on avance bien, on sait qu'on va avancer ensemble, c'est depuis combien de temps est-ce que tu travailles dans ce fonds-là et combien de temps comptes-tu y rester, quoi. Et en fait, est-ce qu'on est amené à travailler ensemble dans le temps? Et je pense que pour revenir sur le réinvestissement, etc., normalement, c'est des choses qui doivent être expliquées très clairement au début de process et que nous, on essaie de clarifier très tôt. Mais je pense que c'est aussi hyper intéressant de comprendre quelle est la stratégie de réinvestissement d'un fonds de seed sur les tours d'après. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que si la boîte a besoin
d'un petit peu plus de cash. Et je pense notamment là avec l'effet Covid, il y a eu énormément de boîtes qui ont eu besoin, et je ne parle pas de portefeuille par tech, c'est dans tout l'écosystème tech, de boîtes qui ont eu besoin d'un petit peu plus de cash pour tenir ou aller chercher des objectifs, des objectifs qui tenaient un peu qui tenaient avec le business plan, et on avait besoin d'un peu plus de cash. Donc, je pense que c'est hyper important de poser la question aussi de quelle est votre stratégie de réinvestissement et comment est-ce que vous réinvestissez si la boîte a besoin d'un peu plus d'argent. Et en tout cas, nous, la réponse chez Partech, c'est évidemment oui. On accompagne dans les bons, les mauvais moments et on est toujours aux côtés des fondateurs. Et je reprends juste un point sur lequel moi, à titre perso, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la relation commerciale avec les fondateurs. Nous, là, évidemment, on a une relation avec les fondateurs qui est liée à l'investissement. Mais je pense que le cœur du travail d'un bon VC, c'est aussi de créer une relation personnelle qui n'est pas… évidemment, on n'est pas amené à passer les week-ends ensemble, aller faire la fête ensemble, etc. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, en ayant une compréhension justement du mode de vie du fondateur, est-ce que c'est quelqu'un qui perd complètement je dirais un peu le contrôle, par exemple, de sa capacité à manager son équipe, etc. Nous, en fait, en ayant cette relation non commerciale et presque personnelle, d'une certaine manière, avec certains fondateurs, ça nous permet, en fait, d'être là dans le temps et d'éviter justement que les choses partent un peu en vrille quand c'est le cas, quoi, et d'être un peu là en sparring partner pour accompagner les gens dans le temps sur une relation qui est beaucoup plus personnelle et pas commerciale, quoi. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi et je sens bien de toute façon pour les très très grosses réussites, on est d'accord qu'il y a un moment, l'enjeu il est tellement important qu'on ne fait pas n'importe quoi, ça c'est très clair. Néanmoins, je constate quand même pour être vraiment au cœur de plusieurs milliers, de plusieurs métiers, donc au cœur des métiers de l'influence, des métiers de l'entrepreneuriat, les incubateurs, les entrepreneurs qui ont réussi à vendre leur part, qui ont fait du cash out, enfin bon, tous ces trucs-là. On est quand même dans un monde qui est très petit, qui se connaît très bien et qui, contrairement à ce qu'on pense, fait la fête ensemble, sort ensemble, se connaît très bien. Et ça, c'est un avantage majeur dès qu'on a un projet. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez derrière des petits entrepreneurs qui sont là à déballer leurs chiffres, alors que finalement, la relation peut se faire dans une soirée par ailleurs. Ça reste du business. Donc, oui, il faut… parce qu'on a une question sur les chiffres et est-ce qu'il faut se focaliser autant sur les chiffres et tout. Soit vous avez une relation très privilégiée avec des investisseurs, des business angels, voilà, et du coup, finalement, la partie chiffrée, elle saute un peu. Soit c'est le seul moyen de comprendre le business, parce que si vous ne dites pas et que vous ne montrez pas, personne ne peut savoir ce que vous avez dans le ventre. Donc oui, c'est malheureux, mais il y a des gens qui ont besoin de montrer patte blanche et puis d'autres un peu moins. Donc quand on n'a pas des relations amicales fortes avec du monde, il faut se préparer à pouvoir parler à ces investisseurs. Je dis on revient sur les questions fondamentales qui sont les biais inconscients et ce qui sont que beaucoup d'investisseurs investissent sur les gens qui leur ressemblent. Et là, on ne va pas parler parce que ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur une population d'investisseurs qui sort des mêmes écoles, qui a fait les mêmes études, qui a fait le même track record, et souvent beaucoup plus masculin que féminin, et que c'est tous les biais que ça peut engendrer. Je pense que de plus en plus, heureusement, les investisseurs en sont conscients et font gaffe à ça. Mais tu as tout à fait raison. Il y a un certain aussi népotisme qui est en plus hypocrite parce que je trouve pas assez connu, mais peu affiché, etc. Et le seul truc positif de tout ça, c'est que je trouve que de plus en plus, on en est conscient, de plus en plus, l'écosystème en est conscient et il y a une volonté. Moi, j'y crois quand même d'aller vers plus de diversité ou au moins dans les prochaines années, d'aller vers plus de diversité, en âge aussi, enfin tout. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Très important de voir que la professionnalisation de l'investissement, c'est beaucoup densifié, on va dire, sur les dernières années. Là, je parle plutôt du côté business angel. Des business angels, il y en a beaucoup plus qu'il y a 10 ans. C'est différentes typologies, encore une fois. Ils sont beaucoup plus jeunes aussi. Ça vient aussi du succès que aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont entrepris au début des années 2000, milieu des années 2000 et début des années 2000, ils sont aujourd'hui des investisseurs.
Donc, en fait, nous, on en a beaucoup en fait, qui mettent des tickets et qui ont 30 ans. Et c'est des profils qu'on n'avait pas quand on a commencé. Des femmes aussi, il y en a très peu, il ne faut pas se mentir, mais il y en a de plus en plus. Donc, ça tant mieux. Et aujourd'hui, on commence à mieux traquer ça. Et c'est important d'avoir de la transparence à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose qui est important. Il y a quand même un parallèle entre profil investisseur et profil d'entrepreneur qui est très fort. Ça, il faut en être conscient. Mais ça évolue, et ça évolue plutôt dans le bon sens. Moi aussi, je suis assez optimiste. Alors, on prend une deuxième question. Les investisseurs en seed avec Smart Money cherchent aussi une place au board. Comment leur laisser cette place? Jean-Louis Flamand qui pose cette question. Pas toujours. Ça arrive très souvent. Après, à vous de définir dans votre pacte et dans la relation, de définir quel va être le levier du board member dans la stratégie de la boîte. Encore une fois, c'est de la négo. Vous ne pourrez pas tout avoir. Vous ne pourrez pas lever des fonds sur une valeur qui est intéressante et avoir des conditions de pacte qui soient aussi très intéressantes. Vous ne pourrez pas lever beaucoup d'argent sans que l'investisseur puisse prémunir un peu du risque. Voilà, c'est un juste milieu. Il faut rester pragmatique sur la levée, rester cohérent. Encore plus en ce moment, quand on sait que lever des fonds, c'est un petit peu plus complexe à l'heure actuelle que ça l'était potentiellement il y a 2 ans. Mais il y a quand même beaucoup d'argent sur le marché, donc si vous êtes bien préparé, vous réussirez votre levée. Et oui, le board, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre la motivation, pourquoi l'investisseur il a envie d'être au board. C'est quel temps il a envie de donner, qu'est-ce qu'il va apporter à la boîte, est-ce que c'est pertinent d'avoir cette personne-là au board. Si jamais ça ne l'est pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne et que vous pouvez aller voir d'autres investisseurs. Et si vous avez réussi à convertir cet investisseur-là en particulier et qu'il est plutôt intéressant, vous serez en mesure d'en convertir d'autres. Voilà. Vous ne pouvez pas tout miser sur le même cheval. Ok. Une question de Delphine, qui est fondatrice de Ma Bonne Fée. Merci beaucoup pour votre intervention. Delphine. Et en particulier, Émilie, j'aime beaucoup ton retour sans filtre qui fait aussi du bien à entendre. Question, je commence ma levée de fonds en seed et j'ai beaucoup, écrit en capital, de retours / questions très financiers sur mon EBITDA à 5 ans. Est-ce normal, entre guillemets, d'avoir vraiment ce gros focus plutôt que sur l'équipe et sur ce que nous avons réussi à construire, notamment avoir 40 entreprises clientes en 6 mois sur une année Covid? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Peut-être Lucas, est-ce que toi, tu regardes l'EBITDA ou pas? Et apparemment, ça a l'air d'être quand même… C'est un vrai phénomène. Non, mais c'est une super question. Après, je pense que chaque personne a un peu son framework d'analyse du business. Nous, personnellement, l'EBITDA à 5 ans, ce n'est pas forcément le gros sujet sur un tour de 1 million. Donc non, la réponse c'est non. Nous, on est beaucoup plus focalisé, je pense, sur la partie équipe, profondeur de marché et exécution. Et d'ailleurs, bravo, parce que des chiffres que tu as annoncés là, c'est une très, très belle exécution, quoi. Donc voilà. Essaye de venir voir Partech, envoie ton deck à Lucas, on ne sait jamais. Alors, Charles nous pose une question. C'est pour toi encore, du coup, Lucas. Salut, merci pour ce webinaire. Question pour Partech. Combien de startups avez vendu à valeur de plus de 1 milliard d'euros par le passé? Est-ce que tu as une trace de ça Heureusement, c'est des chiffres qu'on peut pas trop. C'est des chiffres qu'on peut pas trop communiquer, quoi. Mais t'es peut-être la prochaine, quoi. Donc il faut peut-être qu'on se parle. Vos investissements se font-ils uniquement sous forme de prise de participation directe ou alors plutôt sous forme d'achat de BSA, donc d'autres options au préalable avec possibilité éventuelle pour le BA/LP de revendre ce BSA. Donc, est-ce qu'on prend toujours du capital ou est-ce qu'on peut acheter des BSA? François, peut-être? Ouais, moi je veux bien répondre là-dessus. Il y avait The Family qui avait fait un gros boulot là-dessus depuis 2 ans, notamment avec le BSAR qui est un produit qui est copié sur le Safe American Y Combinator. Vous avez forcément entendu parler de ça. Il faut comprendre que notamment le BSA ou l'obligation convertible, alors c'est très bien pour vous en tant qu'entrepreneur parce que vous allez prendre du cash un peu au compte-gouttes, vous n'allez pas faire d'augmentation de capital, c'est top, vous n'allez pas forcément fixer de valo aussi. Donc, super pour l'entrepreneur. Dites-vous qu'en fait, tous les avantages pour l'entrepreneur sont des inconvénients pour
l'investisseur. L'investisseur, il n'aime pas rentrer sur des conditions qui ne sont pas claires. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des entrepreneurs qui lancent leur opération sur des mécanismes type BSA ou OC, en fait, en cours de route, se rendent compte qu'ils perdent trop de leads investisseurs et repassent sur une levée de fonds equity. En fait, le BSA ou l'OC, ça reste très pertinent plutôt dans des cas où on va faire un petit bridge avec les investisseurs historiques en amont d'une opération de série A, voire de série B, parce que ça permet de rentrer du cash assez rapidement, mais vous le faites avec des personnes qui sont déjà au capital, donc c'est un peu différent. Parce que sur le BSA, l'investisseur, il met son ticket, il met de l'argent et il n'est pas investisseur. C'est un peu problématique. Si ça ne se passe pas très bien, derrière, il n'a aucun droit de regard sur la boîte. Donc, c'est pas top. Donc, réfléchissez, priorité quand même sur de l'equity. Il y a plein de mécanismes qui vous permettent de rallonger plusieurs tranches, de faire des délégations de pouvoir pour continuer à rentrer des investisseurs sur post-closing. Enfin, pareil, ça, on peut en discuter. Mais le BSA, à part avec le Friends and Family au tout départ et dans le cas d'un bridge avec vos investisseurs historiques avant votre série A, c'est plutôt à mettre de côté. Peut-être pour toi, François, aussi une question sur les leveurs de fonds. Appréciez-vous les leveurs de fonds, qualité et maturité des dossiers présentés? Est-ce que vous, Angel Square, vous bossez avec des leveurs ou en fait, vous êtes un peu vous-même leveur de fonds? Nous, on est un leveur sur l'activité d'intermédiation, on a un leveur digitalisé, sauf que en fait, la problématique d'un leveur de fonds, alors déjà, il y en a énormément, il faut faire vraiment gaffe. Faites attention, faites votre due sur les intermédiaires qui vous approchent. Parce qu'on voit beaucoup de gars, ils ont fait une levée de fonds dans leur vie et puis ils facturent très très cher, ils prennent des exclusivités sur les tours de table, vous n'arrivez pas à vous vendre des patouilles, enfin bref, ça peut être l'horreur. Donc faites gaffe. Sur le site en tout cas. Sur la série A, je n'ai pas mon mot à dire parce qu'il y en a qui font du très 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 bon boulot. Il y a des cambons, il y a des chansons, il y a des ADR, enfin bref, ça c'est pas un souci. Nous, oui, on est un leveur digitalisé. Disons que le leveur de fonds, là où il peut être bloquant, c'est quand il intermédie trop et qu'il biaise la relation entrepreneur-investisseur. Quand vous êtes sur une levée de fonds de seed, vous allez créer, l'intuitu personnel est tellement fort entre l'entrepreneur et l'investisseur. Ouais. Si jamais vous avez quelqu'un qui parle à votre place, qui pitch votre boîte à votre place, qui négocie à votre place, l'investisseur, ça l'emmerde. Ouais. Lucas, tu veux peut-être aussi en parler? Ouais. Toi, Lucas, quand tu as un lever dans la boucle sur du seed, ça te gonfle? Non, clairement, en fait, si je donne la version très crue, après, on est évidemment on est assez flexible, mais très crûment, de manière très crue, le travail d'un CEO, c'est quand même de gérer le fundraising. Et il y a driver le business, mais le fundraising fait partie intégrante du business. Et donc, c'est le rôle du CEO de gérer ses relations avec les investisseurs. Et la relation, elle ne se fait pas uniquement pré-invest, elle se fait aussi post-invest avec d'autres fonds de série A. En fait, il faut tout le temps. En fait, le fundraising, c'est un peu quelque chose qui est non-stop, quoi. C'est une activité un peu non-stop du CEO. Et donc, même si je peux comprendre que, et je pense notamment sur les tours qui arrivent plus tardivement, où les leveurs de fonds font un excellent boulot pour voilà, quand on regarde en série B, beaucoup plus de chiffres, on va aller beaucoup plus loin sur le business plan, beaucoup plus de détails. Là, je pense que c'est très pertinent d'avoir ces gens-là. En seed, pour moi, je le prends quand même je le vois quand même comme un red flag, même si ce sont des très bons leveurs qui viennent nous voir et qui ont parfois des très bons dossiers à nous montrer. Je continue de penser qu'en seed, on est sur un métier de conviction forte sur des équipes et des capacités à aller lever les tours d'après, à construire une équipe, etc. Si on pense que le CEO et l'équipe a déjà besoin d'un lever à ce stade pour convaincre des gens, ce n'est pas forcément un bon signal. Après, il faut tout. Je pense qu'il y a beaucoup de levers et des gens qui font très très bien le travail. Mais en tout cas, en seed, ce n'est pas quelque chose que je recommande personnellement. Et juste pour rajouter, si jamais vous faites appel à un lever, faites vraiment attention les interactions avec les investisseurs qui mènent ces interactions-là. Moi, nous, quand on accompagne des boîtes, on est complètement invisible du côté investisseur. On ping des investisseurs, mais derrière, à partir du moment où il y a un intérêt, c'est les entrepreneurs qui reprennent la main et c'est eux qui gèrent leur roadshow. Nous, on est là en backup pour vraiment en off pour les aider. Et je veux dire, oui, c'est le boulot, c'est la boîte de l'entrepreneur, c'est lui qui fixe ses conditions, c'est lui qui mène sa négo, c'est lui qui les close et c'est lui qui va les gérer derrière post-levée de fonds. Donc, voilà, faites gaffe et regardez le track record des levers, c'est le meilleur conseil.
Ok. Question pour toi aussi, François, de Huang. Sur la totalité des startups accompagnées par Angel Square pour des levées, combien de dossiers Angel Square a investi sur fonds propres? Et depuis le portefeuille d'Angel Square, combien de startups? Donc, combien vous avez investi en fonds propres dans combien de startups? Tu parlais de Alors, le montant, je ne peux pas le communiquer. On est actionnaire d'une dizaine de startups aujourd'hui. Même plus que ça, parce que en fait, via nos clubs d'investissement, pour la faire courte, on crée une structure d'investissement. Les leaders de clubs et les co-investisseurs rentrent sur la structure et nous, on peut rentrer au capital de cette structure qui après investira dans la startup et on peut être leader de la structure. Donc, c'est des mécanismes un peu particuliers, des SPV. Après, en direct, c'est moins de, c'est une petite dizaine. Et combien vous avez de startups sinon dans le… On a accompagné 250, je crois, au total. Oui, il y avait une autre question pour toi de Julie qui était, est-ce que tu les accompagnes sur la relation avec l'investisseur après la levée? Non. Non, après, nous, on garde des relations très fortes avec les entrepreneurs, notamment sur le site. Et en fait, on a énormément de boîtes qu'on a accompagnées sur du site qui sont revenus nous voir derrière pour la série A. Et on a densifié aussi un réseau de partenaires qui nous permet de garder une relation forte avec les entrepreneurs. Il y a plein de choses. Sur du... T'as frisé, je crois, François. T'as complètement frisé. J'enchaîne avec toi, Lucas. Sur le recrutement, sur le produit, sur du site. C'est notre activité. Et moi, François, t'as frisé. On t'a perdu pendant un moment. Non, c'est bon. J'ai cru qu'Émilie voulait parler, c'est pour ça. Ah non, mais j'étais étonnée sur les leveurs. Je comprends très bien hein, que le CEO… nous, on fait des rachats de boîtes et on a toujours eu des intermédiaires parce que c'est vrai que, si on a autre chose à faire et que du coup… Pour le rachat, je suis d'accord. Hein. Moi, et après, dans un deuxième temps, la relation se fait en direct. Mais sur des aspects très humains. Et après, la partie financière, moi, c'est une partie, je trouve… on trouve toujours des gens pour négocier la partie financière et pour gérer les chiffres. Par contre, pour gérer les idées, c'est compliqué pour avoir des idées. Donc, le CEO qui sait tout faire, ouais. Moi, je pense que c'est 1 sur 100. Justement, je reprends les chiffres. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gérer cette relation-là. Et finalement, est-ce que cette relation-là, c'est la plus prioritaire dans la gestion d'un business et dans la réussite d'un business? Je ne sais pas. Très bonne question. Après, en seed, tu as cette composante équipe, et ce que disaient du coup Lucas et François, qui est fondamentale. Et le fondateur, il faut que tu le sentes et du coup, il faut que tu le vois, quoi. Donc, oui. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est la recherche, toute cette phase de recherche, de présentation du projet, etc. Ah oui, d'accord. Moi, je vois des gens qui sont rincés à la fin de tous leurs rendez-vous. Je me dis, mais le rôle d'une boîte, c'est de valoriser les collaborateurs qui donnent le meilleur, d'aller chercher des clients. C'est pas d'aller chercher des fonds. Pour moi, c'est la partie technique. Et après, il y a cette rencontre humaine. Et ça va marcher, ça va pas marcher. OK, on passe à autre chose. Donc, je suis étonnée. Alors, autant je ne suis pas pour le gâchis d'argent et la dispersion de l'argent à tout va, mais je trouve cette intermédiation, je la trouve intéressante justement pour les gens qui sont un peu plus… qui sont pas sur tous les fronts et qui ne sont pas capables de faire un roadshow. Et tu mets le doigt sur la levée de fonds, c'est quelque chose qui prend du temps. L'entrepreneur qui lève des fonds, qui utilise un intermédiaire ou pas, son objectif, ça va être d'optimiser vraiment son temps sur la levée de fonds et de ne pas perdre de temps à discuter avec les mauvaises personnes, à relancer des mauvaises personnes, à discuter sur des détails, à répondre à des mails pendant 3 heures à un investisseur qui potentiellement va peut-être mettre 10 000 euros dans 3 mois. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment qualifier ses leads sur la levée. On ne cible pas n'importe qui et on continue les discussions avec les investisseurs qui sont intéressants. Sinon c'est l'enfer. Oui, alors j'avais juste quelqu'un qui me demandait, pouvez-vous répéter la deuxième réponse de Lucas sur les questions à poser aux investisseurs afin de savoir si vous restez dans les moments difficiles? La deuxième réponse… Je vais les écrire dans le chat si vous voulez, comme ça. Ouais, mais je les ai écrits. C'était, quelle est la stratégie du fonds sur le réinvestissement? Est-ce que vous réinvestissez si la boîte a besoin d'argent? Et la deuxième, c'était aussi sur la personne qui vous suit au sein de la structure. Voilà. Ici, est-ce que cette personne va être amenée à rester, quoi? Ouais, depuis combien de temps travaillez-vous dans le fond et combien de temps pensez-vous y rester? Il est 10h59. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Mais je voulais vraiment dire aux participants,
pour toutes les questions qui n'ont pas pu être répondues. C'est toujours assez court, 1h30 sur la levée de fonds. N'hésitez pas à pinguer nos panélistes sur LinkedIn ou comme vous voulez. Je pense qu'on va partager les mails. Si vous voulez partager vos mails dans le chat par panéliste, n'hésitez pas. Ils seront ravis de vous répondre. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, c'est sympa. On a eu dans le chat des gens qui remerciaient pour le webinar, la franchise des réponses. C'est vrai qu'on a été un peu bas les masques. C'est bien de temps en temps de répondre vraiment sur ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à les pinguer, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis inscrivez-vous au prochain webinar. On en a plein qui vont arriver en 2021, on espère bien en physique, et notamment sur la levée de fonds. La levée de fonds, c'est vraiment un sujet qu'on répète tous les ans puisque c'est quand même la vocation d'un fonds d'investissement. Donc, on a toujours des super panels, que ce soit avec des leveurs, que ce soit avec des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de BA, des BA. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et vous recevrez toutes les invitations. Merci au panel d'exception ce matin, Émilie, Lucas, François. Merci beaucoup. Désolé pour le début qui était un peu compliqué. On t'a récupéré, c'était le principal. Et puis, vous retrouverez le compte-rendu de tout ça en ligne aussi sur les réseaux du Partech Shaker, que vous pourrez partager à vos équipes ou à d'autres. N'hésitez pas non plus. Compte-rendu en anglais. Merci, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Lucas. Salut. Je l'ai écrit, là, vous êtes très sympas, François et Lucas. Vraiment, je vous ai préparé pour la prépa et tout. Vous êtes trop sympas. C'est vrai, merci. Merci, c'était trop cool. Et merci à tous. Merci. Yes, merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Salut, au revoir.